Le projet de loi d'aménagement du territoire a été examiné le vendredi 5 novembre par la Commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Excellent week-end, madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Sur la chaîne de l'éducation à Kinshasa, le ministre provincial de la Santé a lancé officiellement le vendredi 5 novembre 2021 la campagne de vaccination contre la rougeole. Le reportage de Copain Koutoumissa. L'objectif principal de cette campagne de vaccination contre la rougeole est de protéger les enfants de 6 mois à 5 ans contre cette maladie qui tue ces derniers. Ainsi, près de 200 000 enfants sont attendus dans 200 sites, notamment dans le site des zones de santé d'Emassina 1, Kikimi, Kingabwa, Ntsele, a fait savoir le docteur Eddie Makengo, médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination. C'est une campagne de riposte. Pourquoi riposte? Puisqu'il y a une épidémie de rougeole dans ces zones de santé qui a sévi dans les mêmes zones de santé. Et les enfants de cette tranche d'âge-là, raison pour laquelle le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires, a organisé cette riposte qui a commencé aujourd'hui, qui va se dérouler pendant 5 jours, jusqu'à mardi, le 10 novembre. Dans l'ensemble, nous avons près de 200 sites dans les 5 zones de santé. Pratiquement dans tous les quartiers de ces zones de santé, il y a les sites de vaccination. Nous demandons aux parents d'accompagner les enfants de 6 à 59 mois vers les sites de vaccination pour se faire vacciner. Il faut noter que les vaccins contre la rougeole sera supplémenté en vitamine A et mébendazole. La rougeole tue, faisons vacciner nos enfants. Et puis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a conféré le jeudi 4 novembre dernier à Kinshasa dans son cabinet de travail avec une délégation belge en séjour en République démocratique du Congo qui était conduite par André Flao, ministre d'État belge. Le détail avec Ginelle Besson. Au cours de leurs échanges, les ministres congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a fait l'économie de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. En toute lucidité et transparence, le docteur Mbungani a répondu à toutes les préoccupations de la délégation belge. L'occasion a été propice pour le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo d'expliquer les grands axes de la politique gouvernementale de son pays en matière de santé. Il s'agit d'un engagement de gouvernement dont la quintessence se porte sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle et la lutte efficace contre les épidémies et les endémies. À cela s'ajoute la réhabilitation des infrastructures médicales et les rééquipements ainsi que la croissance de 50% du taux d'approvisionnement en médicaments dans les hôpitaux publics. Au sortir de leurs échanges, le chef de la délégation belge est toujours rationnel, actualiser les partenariats belges RDC. L'objet, c'était un échange d'informations, mais surtout entendre de la voix du ministre et de ses collaborateurs les travaux qui sont faits et les plans qui sont envisagés pour finalement s'attaquer non seulement à la pandémie, mais aussi d'avoir cette vision globale sur l'organisation du système de santé dans votre pays, ainsi que la politique de prévention, la couverture universelle, toute une série de projets qui ont été énoncés par le président de la République et qui, ici, trouvent les artisans de la mise en œuvre de ces idées qui visent, à mon sens et à notre sens, ce qui est sans doute la première des priorités, à savoir la priorité de la santé. Parce que la santé pour les enfants, la santé pour les femmes, la prévention, si vous avez la santé, eh bien, effectivement, vous serez plus en état pour travailler, pour développer une activité. Donc c'est la première priorité. Donc ici, on se trouve sans doute à un endroit stratégique et le constat est que les choses sont bien prises en main. Et nous avons redit notre disponibilité pour être partenaire et venir en support si on nous le demande et si on peut le faire, mais pas pour imposer notre modèle parce que, comme ça a été très justement dit, très souvent, on impose les modèles, on impose des procédures énormes pendant que l'urgence est là. Et ici, je crois qu'on répond à l'urgence. Ça peut être en termes de formation, ça peut être en termes
d'examen de législation qui existent peut-être dans nos pays et qui pourraient être un support. Mais on a appris par exemple, il y a tous ces projets de contrôle pour les médicaments. Il y a aussi les mutuelles de santé. C'est vrai que les mutuelles de santé chez nous ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce qui est sans doute dans la logique, c'est qu'ici on observe ce qu'on a fait et qu'on retire ce qui est bon et qu'on ne commette pas les erreurs que nous avons commises. Il faut signaler que cette mission belge à Kinshasa s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux États. Rendons-nous la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Modeste Obati Lukwebo, a lancé le vendredi 5 novembre 2021 la foire internationale des entrepreneurs à Kinshasa. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. De la Chambre haute à la Chambre basse du Parlement, la Commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a examiné le vendredi 5 novembre 2021 le projet de loi d'aménagement du territoire suivant. Aujourd'hui, la Commission aménagement du territoire a examiné les questions se rapportant aux options fondamentales levées au cours de la plénière qui a reçu ce projet de loi. Nous avons aussi examiné les trois premiers articles principaux qui définissent les concepts. Et il y a eu plus ou moins 23 concepts. Et donc c'était des questions importantes. Il fallait savoir d'abord s'il y a un fondement constitutionnel qui fonde l'adoption de ces projets de constitution, et l'option a été levée, indiquant que l'article 9 de la Constitution est clair en cette matière. C'est la base même constitutionnelle de ces projets de loi d'aménagement du territoire. Et les 23 principes plutôt ont été adoptés, et demain nous allons encore nous retrouver ici pour poursuivre les travaux. Il y a une complémentarité, l'ambiance est très bonne. Je pense même que les 15 jours nous accordés par la plénière seront respectés, et nous allons adopter au niveau de la commission ces projets que nous allons soumettre au bureau de l'Assemblée pour qu'ils soient présentés en plénière. Autre chose à présent, un partenariat sur le contrôle des finances publiques proposé à l'inspection générale des finances par une délégation belge du Haut-Nouveau suivant. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement, Enabel, qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques.
et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Aussi, les retombées de la patrouille financière de l'IGF, 943 milliards de francs congolais mobilisés en octobre, soit 136% du taux d'exécution. Suivez les explications avec Jules Olingueté, inspecteur général des finances. Convoqué par son Excellence Monsieur le ministre des Finances et présidé par son Excellence Madame le vice-ministre des Finances. Il a été question de valider les réalisations des recettes pour le mois d'octobre 2021 et d'arrêter des stratégies de mobilisation pour le reste de l'année. Globalement, le ministère des Finances a validé pour le mois d'octobre 2021 des recettes publiques réalisées à la hauteur de 943 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 136% par rapport aux assignations budgétaires et un taux de réalisation de 116% par rapport au contrat de performance que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a fait signer au régie. C'est pour dire, dans le cadre de la mobilisation des recettes, que toutes les régies financières ont fonctionné à temps plein et les taux de réalisation étaient au-delà des attentes du gouvernement. En ce qui concerne le deuxième volet, son Excellence Madame le vice-ministre des Finances a donné des orientations et des instructions que toutes les régies ainsi que l'inspection générale des finances devra appliquer pour le mois de novembre et le mois de décembre, afin de booster davantage le niveau de réalisation des recettes. Voilà de quoi s'il était question à la réunion d'aujourd'hui. Et puis COP26, la République démocratique du Congo exige des moyens d'investissement durable pour la protection de ses ressources forestières. Cette déclaration est de la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, au panel sur l'action financière en faveur des forêts. Suivez-la. Les fonds, il y a mon pays, le président de la République a signé avec le Premier ministre Boris dans le cadre de l'initiative CAFI qui est prévue pour un engagement de 10 ans, mais jusque-là il y a eu l'engagement avec 500 millions qui ne répond peut-être pas à ce besoin, parce que le besoin de notre CEDEN c'est 48 milliards. 19% de ces fonds c'est inconditionnel, il faut qu'il y ait des financements, et 2% c'est notre propre engagement, c'est ce que nous avons déjà commencé. Mais nous disons qu'avec les fonds CAFI, avec tous les autres fonds qui viennent, c'est une contribution appréciable et nous en appelons à tous les autres partenaires de mettre la main donc dans cette contribution-là par rapport au fonds d'atténuation et d'adaptation pour que nous puissions lutter contre les réchauffements climatiques. Et j'insiste que ce financement, c'est un financement dont le retour est garanti dans le secteur d'énergie. Nous cherchons même les partenaires privés pour INGA, pour les centrales hydroélectriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium. Ça va aider à atteindre
l'objectif d'atténuation, nous avons besoin de la transition écologique. Là, la RDC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlure. C'est aussi une réponse que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable. Et non aller dans les fonds de développement, n'est-ce pas, qui n'amènent pas au développement. Et dans le reste de l'actualité, la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la COP26 sur le réchauffement climatique à Glasgow, en Écosse. Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, dit que c'est une victoire pour la RDC. Ce dernier appelle le peuple congolais à la bonne conscience. Il est au micro de Denis Menga. Un accueil très chaleureux à notre champion, parce qu'il vient d'accomplir un exploit sur le plan diplomatique. C'est un exploit sans précédent. Assister à une grande réunion très stratégique de G20 et faire parler du Congo. Parler du Congo, vendre la carte de visite de la RDC. Et après cela, il est allé à la COP26, où il a fait également, il a rectifié ce qui n'allait pas. Les erreurs du passé, c'était quoi? Le Congo a la deuxième réserve mondiale en ce qui concerne la forêt. Mais c'est l'Amazonie qui bénéficiait de tout ça. Et ici, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, on s'est partagé ce potentiel ou les retombées de ce potentiel avec d'autres pays sans tenir compte que c'est nous qui régorgeons presque 80%. Et là, il a réussi à faire que le Congo soit considéré comme pays solution. Et c'est agréé par tout le monde. Vous avez vu même l'empressement de la Grande-Bretagne à signer un accord avec la RDC. Tout cela, ce sont des avancées, ce sont des signes qui montrent que le Congo a récupéré sa place dans le concert des nations. Et cela mérite qu'il soit très bien accueilli. Vous savez, bien avant cela, il était allé en Israël. Après avoir dédié ce pays à l'Éternel. Et l'Israël, c'est là où Jésus-Christ Nazareth est né. Et il a été enterré bien que ressuscité. Il est allé remettre le Congo dans le plan divin. Et ça, ce sont des missions, ce sont des symboles très importants qui nécessitent que le peuple congolais, avec toutes nos difficultés, nous ne les ignorons pas, que nous puissions nous mettre debout, relever ou dresser le front et avancer. Moi, je crois que le président de la République mérite qu'il soit encouragé, qu'il soit poussé à aller vers l'avant. Et c'est alors que nous, Congolais, nous allons nous retrouver. Donc, nous sommes unis derrière lui. Au cours d'un point de presse tenu le vendredi 5 novembre 2021 à Kinshasa, le mouvement citoyen Lutte pour le changement exige la libération sans condition de leurs camarades détenus. À l'ANER, je vous propose à suivre leur déclaration au micro de Ginelle Pézo, une fois de plus. Comment la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi instrumentalise la justice et l'ANER pour persécuter des militants de la Lucha. Depuis juin 2021, des militants de la Lucha sont traqués par l'Agence nationale des renseignements ANER et la justice militaire à Goma. Après que le mouvement ait dénoncé publiquement le détournement d'une partie de l'aide de la fondation Denis Nyakeru aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et appelé à une enquête crédible. Ainsi, sur ordre de la fondation, nos camarades Parfait Mouani et Gisle Mouhiwa sont détenus sans procès et dans des conditions inhumaines à la prison centrale de Goma depuis le 6 juillet et le 22 août respectivement, tandis que le camarade Espoir Ngaloukie a été forcé de vivre à clandestinité. En revanche, aucune enquête judiciaire n'a encore été menée sur les dénonciations de détournement pour permettre à la Lucha d'étayer ces allégations. Alors que nous attendions à coopérer avec la justice et même avec la fondation pour que les enquêtes similaires à celles menées à Rutshuru soient initiées et éventuellement les responsabilités établies dans le cas de Goma, la fondation s'est plutôt empressée d'accuser la Lucha de diffamation, ce qui ait même eu un début d'enquête. Et le 8 juin 2021,
À l'instigation de la Fondation, une chasse à l'homme contre plusieurs militaires de la lucha par l'ANER et la justice militaire a commencé. La lucha soutient ces militants et demande une fixation urgente d'une audience pour qu'ils se défendent et pour que les juges constatent tout simplement les non-fondements des poursuites état donné qui ne sont pas auteurs des faits qui leur sont imputés. La lucha n'a jamais été contactée officiellement d'une quelconque manière pour qu'elle renseigne la justice au sujet des éléments à sa possession. Elle est prête à collaborer avec la justice dans l'enquête sur les accusations de détournement impliquant les responsables de la Fondation à Goma et rappelle que c'est elle qui a été la première à demander l'implication de la justice. Par respect pour la justice et surtout du droit de la défense, la lucha refuse de divulguer les éléments dont elle dispose sur la place publique. C'est à la justice d'établir les responsabilités des uns et des autres dans un procès contradictoire. Et pour clore ce journal en réaction sur l'affaire Atoumata Bwana, déchu de ses fonctions de gouverneur du Congo central, Maître J.R. Chilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, estime que les deux juridictions qui se sont prononcées sur la suite réservée à ces sujets ont tous dû le droit. Pour cette fin, je vous laisse suivre Maître J.R. Chilombo dans cet extrait choisi pour vous par Junior Tundele. Il convient de relever qu'en 2019, l'Assemblée provinciale du Congo central avait adopté une motion de censure contre le gouvernement provincial. 24 heures après, le gouverneur de province n'avait pas présenté sa démission comme le veut la loi. C'est dans cette perspective que le président de l'Assemblée provinciale avait saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation en ce qui concerne la procédure de la destitution. Et la Cour constitutionnelle, en date du 29 mai 2020, avait rendu son arrêt pour estimer que le gouverneur, conformément à la procédure, devrait déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent la destitution. Le vice-premier ministre de l'Intérieur avait pris une décision pour communiquer au gouverneur la décision de sa destitution prise par l'Assemblée provinciale en 2019. Après avoir pris connaissance de cette décision du VPM, du vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province du Congo central va saisir les conseils d'État pour solliciter l'annulation de la décision prise par le vice-premier ministre. Et le conseil d'État va se prononcer en matière de référé suspension en guise de mesure provisoire pour ordonner la suspension des effets de la décision du vice-premier ministre en ce qui concerne l'intérim à la tête de la province du Congo central et la destitution, les conséquences de la destitution du gouverneur des provinces. C'est par voie d'ordonnance que le Conseil d'État a estimé qu'il y avait des indices sérieux de l'illégalité de la décision du vice-premier ministre. Et il convient de relever que l'ordonnance du Conseil d'État ne signifie pas que le Conseil d'État a statué sur les fonds du dossier pour lesquels il est saisi, notamment l'annulation de la décision prise par le vice-premier ministre. C'est juste une mesure provisoire. Et il n'y a pas d'amalgame entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui concernait l'interprétation. Parce que la Cour n'a pas statué sur un litige, mais la Cour a été saisie pour donner son interprétation. Si on fait une analyse par analogie, on va considérer cette compétence comme une compétence consultative. Alors que les conseils d'État statuent en matière de contentieux d'annulation. Nous sommes dans un contentieux administratif qui oppose les gouverneurs de province du Congo central au vice-premier ministre par rapport à l'acte administratif qu'il a pris.
Et c'est par cette information que ce journal a touché à sa fin. Donc voici le rappel des titres. Le projet de loi d'aménagement du territoire a été examiné le vendredi 5 novembre par la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. C'était là le rappel de titres. Fin complètement de cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guilamayamba et Chardeline Tseka. Merci de nous rester toujours fidèles. Restez branchés sur nos antennes. Bon week-end chez vous. Au revoir.